À tous ces bénévoles, nous disons merci. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Boni et je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine demi-heure avec vous. Aujourd'hui, à l'émission, on va parler avec Lisanne Réau-Leblanc des éditions Interlignes. Vous savez qu'il y a toujours de nouvelles parutions qu'elle vient partager avec nous. Je vais aussi m'entretenir avec Ginette Gratton de la maison Marie-Louise et avec elle, il sera question aujourd'hui de la semaine de l'action bénévole. Et parlons de cette même thématique-là, donc de la semaine de l'action bénévole. J'ai le plaisir de parler avec Aurélie Marié du musée au parc Vanier qui, on le sait, a une saison des sucres, déjà pour commencer, Aurélie, assez spéciale. Je me demande comment vous avez géré ça. Alors, allô, merci de m'accueillir. Allô? Effectivement, la saison a été un petit peu particulière au musée au parc. Pour deux raisons. On a évidemment, comme tout le monde, on est affecté par la Covid, mais aussi on n'a plus de cabane à sucre. Il y a eu un incendie l'été passé, donc on n'a plus notre lieu pour accueillir et pour produire du sirop. Notre saison des sucres, on a voulu qu'elle reste quand même présente, au moins numériquement ou au moins dans l'esprit des gens. On a voulu montrer que malgré ce qui nous touche, on est toujours là et on a toujours envie de rester connecté avec notre communauté et d'être présent pour eux aussi, et de créer du lien, parce que la cabane à sucre, c'est un endroit qui crée du lien, où justement il y a beaucoup de bénévoles qui viennent nous aider habituellement dans une saison des sucres habituelle. Les bénévoles nous aident pour récolter l'eau d'érable, pour produire le sirop d'érable. Ce sont des acériculteurs bénévoles qui produisent le sirop d'érable chaque année, et aussi au service du restaurant de la cabane à sucre. Le personnel en cuisine est professionnel, mais toutes les personnes qui nous aident à servir sont des bénévoles. Donc il y a vraiment une grosse action bénévole au musée au parc. Cette année, évidemment, on a eu moins de bénévoles à nos côtés. Nos acériculteurs ont quand même voulu être présents parce qu'on a entaillé quelques érables. Et on a présenté un petit peu ce qu'était une saison de sucre au musée au parc via les caméras. On a fait quelque chose de numérique. On a voulu expliquer l'entaillage. On a voulu aussi faire le lien avec les peuples autochtones, parce que quand la production de sirop d'érable, c'est devenu un savoir-faire francophone, franco-canadien, mais c'est un legs qui nous vient des premiers peuples. Donc on a voulu valoriser ce legs-là aussi. Un mandat historique qui est important, musée au parc, donc on veut valoriser ça. Et puis on a accueilli quelques équipes aussi qui sont venues faire des vidéos avec nous. On a valorisé aussi le bénévolat, et même c'est un quartier très divers. Il y a une grosse diversité culturelle. Oui. Et chaque année, habituellement, pendant la saison des sucres, pendant le festival et à la cabane à sucre, on accueille autant des Canadiens français qui reviennent chaque année parce que c'est dans leurs habitudes et dans leurs coutumes, autant on accueille aussi beaucoup de nouveaux arrivants. Moi-même, quand je suis arrivée de France, c'était une découverte que d'aller à la cabane à sucre. Donc on a beaucoup de nouveaux arrivants qui viennent nous voir chaque année, soit pour découvrir ou soit comme bénévoles aussi. Et donc on a eu quelques vidéos justement avec des nouveaux arrivants qui venaient apprendre comment on taillait un érable, et puis comment comment on allait pouvoir produire du sirop d'érable ensuite. Et puis au long de la saison des sucres, on a gardé quelques marqueurs d'une saison habituelle, comme par exemple on a valorisé les chiens de traîneau qui viennent habituellement au Festival des sucres. Sylvain Drapeau, notre mâcheur, notre contractuel qui vient chaque année, présente habituellement ses chiens. Donc là, on a fait une vidéo pour montrer un petit peu aussi les conditions dans lesquelles les chiens ça change un peu, oui. Et puis, je veux dire, il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent du bien-être animal aujourd'hui, qui est une bonne chose. Et on a voulu valoriser un partenaire responsable qui a un nombre de chiens limité. C'est pas une grosse industrie avec des centaines de chiens. C'est vraiment une entreprise familiale. Et on est allé les voir dans leurs conditions réelles, comment ça se passe chez eux. On a vu que quand ils détachent un chien, le chien rentre de lui-même dans la remorque pour aller travailler parce qu'il est impatient d'y aller. Donc, c'était intéressant de mettre ça en valeur. Dans le fond, le numérique nous permet d'aller voir des choses que d'habitude on ne peut pas aller voir. Et donc on a misé là-dessus. Mais c'est ça que je trouve intéressant, oui. Donc finalement, vous avez vécu une saison des sucres, assez spéciale. Et puis quand on parle de virtuel, là, c'est que vous avez montré, je vais dire, le revers de la pièce.
quand même? Parce que quand on parle Mhm. de l'histoire des chiens, ben, on fait juste les voir habituellement, là. Ben, c'est ça, Pas on voit qu'est-ce qui pas, se c'est passe en exactement. arrière, ouais. Exactement, on sait pas ce qui se passe chez eux et donc là, ben, c'est un petit peu l'occasion d'aller là-bas. Et l'autre chose aussi qu'on a voulu faire pendant notre saison des sucres, c'est que habituellement le festival des sucres s'ouvre avec un événement qui est le Soup Splash. Claude, tu devais être l'une de nos Je jurys voulais en l'année passée, parler, ouais. malheureusement, ça a été annulé. On compte encore t'inviter, je te rassure. Dès qu'on revient en présentiel, tu es sur notre liste d'invités. Mais cette année, ce qu'on a Parfait. fait, c'est que vraiment on a concentré autour de Vanier, donc des restaurateurs et des membres de jury du quartier. Et on a eu l'aide de la ZAC Vanier et du Beach Food Market, qui est comme notre point de justement le marché de Vanier, qui se sont associés au projet. Et dans le fond, la ZAC de Vanier nous a aidé à aller trouver des restaurants participants, donc les restaurants du quartier au maximum. Et puis le Beach Food Market qui a transformé son comptoir de vente, qui est normalement un marché, mais qui a Oui. transformé tout ça dans un comptoir de vente numérique avec un point de retrait tous les samedis, nous a aidé pour la vente des soupes. Et habituellement, on vend 200 billets pour que les gens viennent goûter nos soupes. Là, c'est 200 kits de soupes qui ont été vendus et les gens ont ramassé leur soupe et ont goûté leur Waouh, soupe à la quand maison. même, c'est bon ça. Ouais, ça a eu vraiment un très beau succès. Et puis ça aussi, on a justement un de nos bénévoles, Eric Ménard, qui fait partie aussi de notre équipe d'acériculteurs, qui a travaillé très fort pour nous aider à concrétiser tout ça. Il a créé le lien vraiment entre tous les organismes qui ont participé. Il est aussi bénévole avec Partage Vanier. Partage Vanier nous a accueillis pour qu'on puisse préparer les kits de soupe. Ça a vraiment été un gros travail de collaboration et il a vraiment réussi à nous amener à travailler tous ensemble. Et il a couru aux quatre coins de Vanier pour aller récupérer des soupes ou pour aller déposer des contenants. Donc pareil, sans nos bénévoles, encore une fois, on ferait pas autant de choses que ce qu'on est capable de faire aujourd'hui ou dans une saison des sucres habituelle. Définitive. Ben oui. Il va nous rester 2 minutes et 30 secondes. J'aimerais, avant qu'on parle peut-être de qu'est-ce qui s'en vient, peut-être pour les prochains mois, où est-ce que vous êtes rendu avec la reconstruction, si on peut en parler vite fait, parce que peut-être que les gens se posent la question, qu'est-ce qu'il en est maintenant? Alors, nous aussi, on attend impatiemment de reconstruire notre cabane. Et donc, avec l'impulsion de Madeleine Meyer, qui est arrivée en octobre l'année dernière, on a monté un comité citoyen. Donc, il y a des gens de la communauté de Vanier, il y a des employés du Muséoparc aussi, il y a des gens de la ville d'Ottawa, et on a nos acériculteurs, parce que forcément, c'est eux qui ont le Oui. savoir-faire et l'utilité, qu'est-ce qui est utile ou non dans une cabane, donc qu'est-ce qu'il faut changer. Et donc, le comité travaille avec une équipe d'architectes sur la prochaine cabane à sucre. Et c'est là où on en est pour le moment. On est en train de travailler sur les plans de la nouvelle cabane, qui va être un tout petit peu plus grande. On veut pas en faire un édifice excessivement grand. L'espace réservé à la cabane, ça va pas devenir une industrie d'un seul coup. On veut garder la tradition. Mais par contre, il y a des nouvelles normes d'hygiène, par exemple, où l'évaporateur doit être séparé dans une salle à part. Il peut plus être au milieu du restaurant. Mais par contre, on veut que les gens continuent à voir nos acériculteurs travailler. Donc, on a En prévu, par travailler, exemple, oui. une baie vitrée pour que les gens puissent voir les acériculteurs travailler. Bon, on sait que ça est en bonne voie en ce moment. Au moins, on a une bonne nouvelle concernant le musée au parc. Alors, il va nous rester 1 minute. Qu'est-ce qui s'en vient pour les prochaines semaines? Parce que je sais qu'il y a plein d'activités virtuelles que vous faites en ce moment. Mais c'est ça, donc il y a effectivement quelques activités virtuelles de fin de saison des sucres qui sont reportées en ce moment parce que le nouveau reconfinement ou le reconfinement plus strict qu'on connaît en ce moment nous oblige à faire attention à nos équipes aussi. Et donc pour faire des vidéos, il faut qu'il y ait des gens qui se réunissent et que ce soit dans certaines conditions et on ne veut pas risquer leur sécurité ou leur santé ou quoi que ce soit. Donc on est en train de décaler nos événements de fin de saison des sucres pour que ça devienne des événements d'animation de fin de printemps au début d'été. On a des capsules vidéo, entre autres, avec des artistes francophones qui sont lourdement touchés par le Covid. On le sait, les artistes, la communauté On culturelle sait, est très oui. touchée. Mm. Et donc, on n'annule pas ces événements-là, on les reporte, on les transforme de façon à ce que tout le monde puisse travailler sur les projets, même transformés. Parfait. Merci beaucoup, Aurélie. Et puis, je te souhaite un bon confinement. Repose-toi bien et prends soin de toi surtout. Merci, au Au plaisir. revoir.
Alors, pour vous autres à la maison, pour suivre l'actualité du Muséoparc Vanier, ça sera au www.muséoparc.ca. On reste toujours dans la thématique de la semaine de l'action bénévole et maintenant, j'ai la chance de parler avec notre belle Ginette Gratton que vous allez reconnaître. Ginette, on parle de cette belle semaine de l'action bénévole parce que un organisme qui n'a pas de bénévole, je pense qu'il fonctionnera pas du tout. Ben, on vient tout juste de l'entendre avec Aurélie. C'est Ouais, évident que s'il n'y avait pas de bénévoles au musée au parc, la cabane à sucre, ça fonctionnerait pas. Et l'engagement de ces oui, personnes-là est admirable quand on y pense, hein. C'est des heures que les gens donnent bénévolement et avec beaucoup de passion aussi. À la Maison Marie-Louise, moi, c'est là où je suis présentement, mais partout où j'ai travaillé depuis le début de ma carrière, il y a toujours eu des bénévoles. Puis on a moi, je dis il y a 3 sortes de bénévoles. Il y a les bénévoles qui viennent comme au musée au parc, on a entendu ceux qui veulent venir en terre érable. Dans la maison Marie-Louise, celles et ceux qui veulent venir aider à trier les choses qui arrivent, à entreposer les choses, à préparer des boîtes pour les familles qui en ont besoin. Il y en a qui viennent faire du ménage, il y en a qui viennent couper l'herbe. Donc, on veut donner notre temps pour quelque oui, chose dans la communauté, pour quelqu'un qui en a besoin. Il y a l'autre sorte de bénévoles qui sont les bénévoles qui viennent, qui donnent du temps aussi, mais parce qu'ils ont une raison précise. On leur a dit, il faut que tu fasses du bénévolat. Si tu fais pas de bénévolat, tu pourras pas avoir ton diplôme du secondaire. Ou si il faut que tu fasses du bénévolat pour avoir ton statut d'immigrant reçu. Ou il faut que tu fasses du bénévolat pour avoir ta résidence permanente ou pour avoir ton diplôme collégial. Moi, je rentre les stagiaires là-dedans parce qu'on a toujours beaucoup de stagiaires à la cité de différents oui, programmes. Administration des affaires, on en a de l'Université Saint-Paul, on en a de techniques de travail social, on en a toujours au moins 3 de techniques de travail social. C'est des gens qui donnent bénévolement de leur expertise ou de leur temps pour avoir quelque chose au bout de la ligne. Ces personnes-là sont là pour un certain temps. Après ça, vont revenir quand on a besoin d'eux, mais c'est pas permanent, c'est pas à long terme. Mais il n'y a jamais personne qui est c'est pas permanent, là. constant Ça aussi, n'existe pas dans oui, ce monde, oui. la permanence. Là. Mais, puis ensuite, il y a ceux qui viennent parce qu'ils ont une expertise à offrir. Euh, Par exemple, quelqu'un qui fait de la comptabilité, qui va dire, ben, moi, je peux t'aider avec la comptabilité, ou je peux t'aider Ouais, avec, moi, je suis peintre, puis je vais peinturer tes murs, tu sais, inquiète-toi pas, ça va être fait, ça va être bien fait. Donc, c'est des experts qui donnent de leur temps pour une tâche bien précise. Donc, si c'était pas de ces personnes-là, la Maison Marie-Louise et plein d'autres organismes pourraient pas fonctionner. Et présentement, en temps de pandémie, je dois dire que les bénévoles, je reçois beaucoup d'appels et de courriels de bénévoles qui disent quand est-ce qu'on va recommencer? Parce que ça devient oui, une motivation, ça devient un engagement, ça devient une passion c'est de ça. s'inscrire dans la société et de faire quelque chose, rien que pour le, 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 le service à l'autre. Donc, Oui, c'est, il y a beaucoup de gens qui arrivent de l'étranger, qui viennent s'établir ici d'une autre région du monde et qui connaissent pas dans leur pays d'origine qu'est-ce que c'est le bénévolat. En France, par exemple, c'est de le ça que j'allais bénévolat, voulais ça parler, devient oui. oui, ça devient de plus en plus euh, populaire, je dirais. C'est devenu quelque chose qui est in, mais c'est pas une obligation. Même quand on fait un stage dans une entreprise pour un diplôme en France, l'entreprise est obligée de payer un salaire, de rémunérer les personnes qui viennent faire les stages. Donc, ça fait pas partie de l'économie de la société, du C'est comportement ça. des gens dans l'activité sociale. Ici, ça en fait partie, c'est une partie essentielle de notre fonctionnement social, c'est le bénévolat. Et on le voit dans tous les milieux. Des gens qui donnent leur temps comme membres du conseil d'administration, c'est une grosse Oui, responsabilité parce qu'ils ont les membres, on se rend pas compte, mais en Ontario, les membres de conseil d'administration ont une responsabilité personnelle à l'égard de la santé financière de l'organisme, de l'égard des relations de travail à l'intérieur. S'il y a des poursuites, les membres du conseil d'administration sont responsables personnellement de les ces, décisions même qu'on prend pour l'organisme. oui, toutes les décisions. Donc,
Donc, c'est la raison pour laquelle les organismes prennent des assurances pour protéger les membres du conseil d'administration. S'il y a une poursuite, on ne veut pas qu'ils soient obligés de perdre leur maison parce qu'il y a eu une mauvaise décision à l'intérieur. Mais c'est quand même des responsabilités bénévoles, du temps que les gens donnent à l'extérieur de leurs activités régulières. Bien sûr, il y a beaucoup de gens qui le font à la retraite, mais de plus en plus, ça a remplacé un peu les clubs sociaux qu'on avait déjà. Tu sais, les groupes de services comme les Richelieu, les Optimistes, ça existe encore, ces groupes-là. Mais déjà, c'était comme, fallait faire partie d'un groupe. Maintenant, on donne notre temps à notre communauté. Et puis, comme tu viens de le dire, là, les 3 différents groupes de bénévoles, là, tout est Alors, important. Peu importe qu'est-ce que tu veux faire. Oui, il y en a un autre aussi. Et je dirais une quatrième catégorie de bénévoles, ce sont les employés qui font plus que leur temps et qui ne demandent pas à être rémunérés. Puis ça, la Maison Merci à Marie-Louise, mes producteurs. tout le monde fait ça. Tout le monde fait ça. Ça fait partie de la description de tâche. Ah, non, ça fait pas partie de la description de tâche. Un employeur ne peut pas obliger ses employés à faire du bénévolat. Mais chez nous, ça se fait, tout le monde le fait. Tout le monde le fait. Par la nature de la place, je pense. Donc, tu sais, le bénévolat... quelque chose que moi, je trouve important aussi, Ginette, je suppose que tu seras d'accord avec moi, faut aller faire du bénévolat dans quelque chose que tu aimes, quelque chose qui te passionne. Sinon, tu peux pas donner le meilleur de toi. Moi, je l'ai expérimenté, je me suis dit, non, ça, c'est pas pour moi. Mais quand on m'a mis pour être guide pendant la semaine de présentation de l'école à la Cité, là, mais j'étais là à parler partout. Je voyais même pas le temps passer parce que j'aimais ça. Oui, c'est important. C'est une occasion aussi pour chacun de nous de faire valoir nos talents de la communauté. Puis sans avoir de répercussions négatives, sans avoir peur de se tromper. Parce que souvent, dans le monde du travail, moi, c'est pas mon cas, j'ai jamais été capable de travailler dans quelque chose qui ne correspondait pas à mon cœur aussi. Mais souvent, on fait un travail parce qu'il faut gagner de l'argent pour payer les factures à la maison. Et puis pas parce que c'est un amour de ce qu'on fait. Le bénévolat donne cette occasion. Et on le voit partout. C'est pour ça que des gens comme Éric Ménard, qu'elle disait tantôt, qui a fait le tour de la ville je sais pas combien de fois, qui travaille aussi à Partage-Vanier, c'est pour ça que des personnes comme ça vont donner leur temps. Puis comme tu dis, ils ne voient pas le temps passer. Ils ne voient pas les heures passer. C'est la personne qui se donne. C'est même plus la personne. C'est son cadeau à l'humanité. Oui. Donc, je sais que je m'en vais loin avec ça. Mais en fait, c'est ce que c'est. C'est ce que c'est. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ce beau partage. Il va nous rester 45 secondes. Est-ce que tu pourrais nous dire en 1 minute, là, c'est quoi qui se passe à la Maison Marie-Louise? Là, on a terminé de parler des bénévoles en ce moment. Présentement, C'est fermé? il n'y a pas de clients qui entrent. Il n'y a pas de clients qui entrent à la Maison Marie-Louise présentement parce qu'on suit les mêmes règlements, les mêmes directives que les lieux non essentiels. Donc, par contre, les gens qui ont besoin de quelque chose, quand nos partenaires nous appellent, Travailleurs sociaux du Centre des services communautaires Vanier, Montfort Renaissance, Maison d'amitié, les gens nous appellent, lui disent, écoute, on a une personne là, qui s'en va, qui s'en va dans un logement, ils ont rien. Donc, nous autres, on prépare ils peuvent pas entrer, ils nous disent ce dont ils ont besoin, on prépare des boîtes et puis les gens viennent les chercher. On travaille aussi avec Aidons les meubles. Donc, oui, donc on continue toujours. On fait des Zooms aussi, on fait des causeries sur Zoom qui ont beaucoup de succès. Il faut nous suivre sur notre site web. Sur le site web. Merci beaucoup, Ginette, et je te souhaite une bonne journée. Merci à toi aussi, Claude. Merci. Alors, pour vous autres à la maison, pour être à l'affût des activités de la Maison Marie-Louise, ça sera au www.maisonmarielouise.org. Je m'entretiens maintenant avec Lisanne Réau-Leblanc des éditions Interligne. Et Lisanne, tu as toujours de belles suggestions de lecture pour nous. Oui, ben j'essaye. En tout cas, on a des belles parutions à l'Interligne. Hein, c'est pas de ma faute. Fait que je suis bien contente de vous les présenter. Alors, on commence avec quoi ce matin?
Oui, là, écoute, je vais vous parler brièvement du livre Uber parce que vous allez la recevoir, l'auteur, la semaine prochaine, donc je vais pas tout dire J'ai hâte. dès maintenant, mais c'est ça. Donc, le livre Uber, qui était supposé être le 14 avril, puis qui finalement, à cause des mesures sanitaires et ce que ça impliquait aussi, là, les librairies qui sont fermées, ou en tout cas, certaines sont ouvertes partiellement, on l'a reporté au 21 avril, donc hier. C'est un livre qui est bien particulier parce qu'il donne l'expérience du côté conducteur. Hein? Je sais pas si tu as déjà pris un Uber, Claude, dans ta vie. Oui, bon, moi j'avoue, moi j'en ai jamais pris. C'est vraiment une découverte parce que ça nous montre vraiment comment ça se passe pendant une course Uber, quand on choisit d'utiliser Uber comme moyen pour se déplacer. Parce que Brigitte, elle a été conductrice pendant plus qu'1 an. Puis c'est sûr qu'elle, c'est une écrivaine, c'est une journaliste, donc son réflexe a été de faire le plein de ces anecdotes-là, d'être très observatrice de ce qui se passait et d'en faire le récit, dans le fond, dans ce livre-là. Donc, ça fait quelque chose d'assez fascinant, divertissant. Faut dire qu'elle a un ton qui lui est particulier, qui est vraiment sympathique, qui est drôle, qui est très humain, parce que dans le fond, c'est une suite de rencontres auxquelles on va assister, hein, alors elle prend des passagers dans son taxi, dans son Uber. Donc, c'est ces rencontres-là qui sont toujours de gens très, très différents d'elle aussi, mais que ça va faire donc des conversations. Ça va donner lieu des fois à des situations cocasses, des fois un peu malaisantes, des fois carrément bizarres, mais des fois très normales aussi. Donc, c'est un peu c'est son expérience, en fait, avec sa voix qui est très originale, très intéressante, puis qui fait une très bonne lecture. Mais je vais vous laisser, Brigitte, vous en parler plus Je sens qu'elle et moi, là, ce lundi, là, à l'entrevue, on va beaucoup rire. J'ai eu tellement de situations cocasses avec les Uber, là, en tout cas. Ben, Claude, en plus, on était en train de faire présentement sur les réseaux sociaux un concours pour que les gens nous partagent leurs anecdotes drôles ou bizarres de Uber pour gagner le livre, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui en ont, hein, des anecdotes. Il faut absolument que tu lui racontes les tiennes, vous allez échanger. Non, mais je vais en faire juste une vite fait. Il y a un Uber un chauffeur de Uber qui me demandait où est-ce que moi je m'en allais? C'était chez mon petit ami ou chez mon conjoint. Je voulais pas répondre, ça te concerne pas. Puis il insistait là. Oui, vous pouvez me répondre, il y a pas de problème. Mais je dis, j'ai pas envie de parler de ça. C'était vraiment drôle ce jour-là, en tout cas. Ah oui, okay. Toi, t'as trouvé ça drôle et non pas inquiétant. Oui. T'es bonne? Non, du tout, mais en tout cas. Alors, la deuxième suggestion de lecture dont tu veux nous parler ce matin? Oui, ben il y a ce livre-là aussi qui est paru hier, qui est un livre très différent, livre jeunesse, donc Daisy et Gaspard au royaume de Néphan, par Emmanuel Delporte. C'est un roman qui s'adresse aux 6-9 ans. Comme on peut voir dessus aussi, il y a même un dragon dans cette histoire-là. La couverture est juste magnifique, hein? Faite par France Cormier de Gatineau. Donc, c'est deux jeunes enfants dont le papa vient de quitter la maison parce que leur père est un bourreau de travail et à cause de ça, ben les parents s'entendaient plus, se sont séparés. Et là, les enfants sont très tristes. Et puis, un soir, ce qui arrive, c'est qu'il y a une petite fée qui vient cogner à leur porte, à leur fenêtre plutôt, et qui leur demande de l'aide pour sauver le royaume de Néphan. Alors là, les enfants, évidemment, n'ont jamais entendu parler de Néphan, mais ils sont curieux et enthousiastes à vouloir se rendre là-bas. Donc la fée va les emmener dans leur royaume et ils vont découvrir que c'est un endroit qui c'est un roman fantastique là, donc on se retrouve dans un autre univers et qui est complètement ravagé par la pollution, par des usines, tu sais on creuse dans le sol des diamants, des pierres précieuses, donc la terre est aussi toute détruite. Et c'est que ce monde-là de Néphan est sous le joug d'un méchant chevalier noir. Et là, dans le fond, les deux enfants vont devoir essayer de l'arrêter. Et avec l'aide, ils vont pouvoir le faire avec l'aide d'un dragon parce que la particularité aussi de ce monde-là, c'est que les fées rapetissent, tout rapetissent à cause de cette pollution-là, et donc les dragons
dragons sont rendus tout petits aussi, gros comme des chats. Et il y a même aussi un magicien là, que vous allez reconnaître très, très, très facilement, qu'on appelle Henri le Potier là-dedans, mais qui est évidemment bien inspiré de Harry Potter, qui est donc que les fées sont allées chercher dans un livre pour les aider à vaincre le Chevalier Noir. Donc, c'est vraiment là, une aventure extraordinaire, tellement drôle, tellement original aussi. Là, j'ai dit ça pour le livre Uber également, mais pour les enfants, ça va être c'est un moment de lecture là, qui va être assurément captivant. Puis les adultes vont reconnaître aussi plein de références là, au Seigneur des Anneaux, à Game of Thrones, à Harry Potter, justement. Donc, ça va être un plaisir autant pour les jeunes que pour les adultes qui lisent ça avec leurs enfants. Donc, Daisy et Gaspard au royaume de Néphane par Emmanuel Delporte. Je tiens juste à dire que c'est ça, si vos librairies sont fermées présentement, et donc il y a toujours moyen d'acheter via leslibraires.ca pour des copies papier ou des copies numériques. Sinon, vous pouvez toujours passer un coup de fil à votre librairie, leur dire je veux acheter ce livre-là et ensuite aller chercher la commande. Donc, il y a moyen, là, même si la librairie est fermée en ce moment, d'avoir accès à nos belles nouveautés. Super, là il va nous rester 3 minutes, Lisanne. Est-ce qu'on pourrait parler de la bonne nouvelle dont tu me parlais ce matin avec le poète Gilles Latour? Ben oui, on a appris ça hier. On était super contents, super fiers pour Gilles Latour, qui est sélectionné, dans le fond, qui a été nommé poète francophone de la ville d'Ottawa. Ça, c'est un rôle qui est donné, c'est un mandat, en fait, qui est donné à tous les 2 ans à un poète francophone, et il y a aussi un poète anglophone. Cette fois-ci, c'était Albert Dumont. Donc, Gilles Latour va succéder à Margaret Michel Cook, aussi, qui est une poétesse de l'Interligne également, qu'on était très fiers de voir dans ce poste aussi. Et là, c'est au tour de Gilles Latour. Gilles qui a publié 5 recueils aux éditions l'Interligne. Plusieurs de ces recueils ont été primés ou en tout cas finalistes à des prix, le prix du livre d'Ottawa, prix Trillium. Donc, c'est vraiment une œuvre importante là, qu'il a publiée à l'Interligne, et son dernier recueil, c'est Débris du sillage. Ce rôle-là de poète lauréat, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment c'est quelque chose comme presque un rôle d'ambassadeur aussi de la poésie, donc autant dans la région, autant à Ottawa, que plus vastement aussi, on écrit même dans le monde. C'est sûr que là, présentement, avec la COVID, j'imagine, c'est un peu plus compliqué, mais en fait, ces poètes-là ils ont une bourse, mais ils ont aussi un budget qui leur est octroyé afin de faire des activités dans la ville ou en ligne pour justement sensibiliser, faire connaître la poésie, en fait, puis notamment les poètes locaux à la population en général. Donc, c'est vraiment un rôle qui est important, qui est donné autant par la ville d'Ottawa qu'en collaboration avec Verse Ottawa aussi, qui est le festival de poésie là, quand même très, très connu. Donc, c'est vraiment un grand honneur pour lui. Puis une durée de 2 ans, c'est bien, ça donne aussi le temps de mettre en place là, des activités, de créer des choses. Merci beaucoup, Lisanne. Tu lui enverras nos félicitations et j'espère pouvoir lui parler, je ne sais pas, dans les prochaines semaines à l'émission. Bonne journée à toi. Ben oui, merci beaucoup, Claude. Bonne journée. Bye! Alors, pour vous procurer tous les ouvrages dont je viens de parler avec Lisanne, ça sera au www.leslibraires.ca, ou vous pouvez même visiter le www.interligne.ca. Je me suis fait le plaisir de passer ces demi-heures avec vous. Demain encore, on parlera de littérature avec le directeur de l'AAOF. On se voit demain à 11h. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Salut, ici Jim Watson, maire de la Ville d'Ottawa. La semaine de l'action bénévole a lieu de 18 au 24 avril. Je veux prendre un moment